Chers sociétaires, bonjour. Qui parmi vous n'a jamais reçu un mail un peu louche des impôts vous promettant un remboursement inespéré de plusieurs centaines d'euros? Ou bien même un SMS d'une lointaine connaissance, soi-disant en voyage à l'étranger, vous demandant quelques euros pour le dépanner? Qui n'a jamais eu quelques sueurs froides en tapant son code de carte bancaire sur un site d'achat en ligne? Nous pouvons tous et toutes être victimes de cybermalveillance. Alors aujourd'hui, nous allons tâcher de mettre en lumière ensemble les risques liés à Internet, comment les repérer et comment s'en protéger. Bienvenue sur votre vidéo de prévention sur la cybersécurité. La digitalisation de notre société est un phénomène qui divise. J'imagine que, parmi vous, certains l'ont parfaitement accepté et se sont adaptés facilement, quand d'autres se sont montrés peut-être plus réfractaires à cette évolution. Mais il est un fait que personne ne peut nier, Internet est devenu incontournable. Je parle ici volontairement d'Internet au sens large. Car vous le savez, Internet regroupe de nombreuses utilisations très différentes. Envoyer des mails, faire des achats, s'informer, communiquer avec des proches ou même effectuer des démarches administratives. Une multitude de possibilités, mais aussi malheureusement une multitude de risques pour ses utilisateurs. Un peu d'histoire avant toute chose. Internet, comme nous le connaissons tous, est né en 1993 et depuis, tout s'est déroulé très vite. Dès 1994, un simple libraire lance depuis son garage à Seattle un petit site de vente en ligne, Amazon. En 1998, deux jeunes étudiants proposent au grand public un moteur de recherche qui deviendra le site le plus consulté au monde, Google. Et tout au long des années 2000, le développement d'Internet continue avec la même frénésie. Création de Wikipédia, YouTube, Facebook et j'en passe bien d'autres. Tous ces sites ont, en moins de 30 ans, contribué à accroître la popularité du web. Et en 2014, le milliard de sites est dépassé. En 2019, nous étions plus de 4 milliards d'êtres humains à être connectés sur la toile. Bien évidemment, la popularisation des smartphones a joué un rôle indéniable dans cette démocratisation. Revers de la médaille, cet engouement a malheureusement attiré des personnes peu recommandables, désireuses de profiter de l'inexpérience de ces millions d'individus comme vous et moi, car il faut se rendre à l'évidence, nous sommes toujours en pleine découverte de ce nouveau monde numérique. Alors, qui sont ces escrocs des temps modernes? On leur prête plusieurs noms. Pirates, hackers, cyberterroristes. À vrai dire, ça importe peu. Ce qu'il est important de connaître, c'est leur mobile, et il est ici fort simple, l'argent. Pour commettre leurs basses œuvres, les pirates utilisent divers stratagèmes et peut-être malheureusement certains d'entre vous en ont déjà été victimes. Découvrons ensemble deux des plus courants et surtout comment s'en protéger. Commençons par le hameçonnage. Cette fraude, qui s'appelle aussi phishing dans la langue de Shakespeare, consiste à usurper l'identité d'une personne, d'une entreprise ou d'une administration. L'objectif ici du pirate est de soit vous soutirer de l'argent ou, et c'est encore plus vicieux, des informations telles que vos mots de passe, vos identifiants ou même vos codes de carte bancaire. Alors, comment s'en protéger? Je vous rassure, pas besoin d'être un crack en informatique, il suffit juste de faire preuve de vigilance et de se poser les bonnes questions. La première de ces questions, est-ce que le mail que je viens de recevoir est inopiné? Prenons l'exemple d'un mail reçu d'un service des impôts vous informant que vous êtes admissible à un remboursement de 400 €. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, mais peut-être trop bonne nouvelle? Et est-ce que cette bonne nouvelle était attendue et prévisible? Si la réponse est non, il vous faudra être suspicieux et continuer l'investigation. Deuxième question à se poser, le mail dégage-t-il un sentiment d'urgence? Prenons par exemple ce mail d'un service d'abonnement téléphonique vous demandant de régulariser votre situation sous 24 heures avant une coupure fatale. Le malfrat ici cherche à créer un sentiment d'urgence et ainsi vous forcer à commettre des erreurs. Mon conseil, sur Internet comme sur ailleurs, quand il y a urgence, il faut savoir parfois ne pas se presser. Ne prenez aucune décision hâtive sans en avoir mûrement réfléchi. Autre point de vigilance sur lequel vous devez être attentif. Connaissez-vous l'expéditeur du mail? Ou plus précisément, êtes-vous sûr de l'identité de l'expéditeur? Regardez par exemple ce mail. Vous pourriez aisément être convaincu de l'aspect officiel du courrier, car le logo détourne votre attention. Mais si nous faisons un peu plus attention à l'adresse exacte de l'expéditeur, cela doit vous alerter. Les adresses utilisées par les cybercriminels sont souvent très proches des adresses officielles, toutefois avec de légères modifications dans l'orthographe
ou dans l'agencement des mots. Observez notamment avec attention le nom de domaine, c'est-à-dire la partie de l'adresse de messagerie qui se trouve à droite du caractère arrobase. Un organisme ou une grande entreprise vous adressera toujours un message émis depuis son nom de domaine. Exemple, mon compte @groupama.fr et non pas groupama@hotmail.com. Les sites des organismes officiels ne seront jamais hébergés par Gmail, Outlook, Hotmail ou tout autre service de messagerie. Un autre point important à surveiller, c'est la légitimité de la demande. Étudions ce mail provenant d'un organisme bancaire. Celui-ci vous demande, sous prétexte d'accroître la sécurité de votre connexion, de modifier votre mot de passe. Cette technique est très souvent utilisée par les cybercriminels pour obtenir des informations personnelles. Ce type de demande doit vous alarmer. Aucune instance officielle ne vous demandera jamais de transmettre par email, SMS ou par téléphone vos mots de passe, vos coordonnées bancaires ou vos identifiants. Si vous êtes amené à modifier ces informations personnelles pour une raison ou pour une autre, il faudra le faire directement à partir du site de l'organisme concerné et non pas en suivant un lien provenant d'un email. Et enfin, le dernier détail qui doit vous alerter, et c'est souvent le premier que nous remarquons tous, la syntaxe et l'orthographe. Notre pirate est rarement francophone. La méconnaissance de la langue et les traductions automatiques plus ou moins hasardeuses font que, bien souvent, le mail frauduleux est truffé de fautes d'orthographe et de grammaire. De plus, les mails d'hameçonnage étant envoyés à très grande échelle, ils sont souvent impersonnels. Il est sage de se méfier des mails dont l'introduction est vague ou anonyme. Si vous suivez l'ensemble de ces préconisations, vous serez à l'abri de la majorité des tentatives d'hameçonnage. Toutefois, quelques conseils supplémentaires. En cas de doute sur la légitimité d'un email, n'ouvrez jamais les pièces jointes qui pourraient être attachées à celui-ci. Bien souvent, elles contiennent des virus dangereux pour votre sécurité numérique. Et ce conseil est également valable pour les liens contenus dans ces mêmes emails. Ne cliquez jamais dessus, il pourrait vous faire télécharger à votre insu malware ou autres chevaux de Troie. Et surtout, en cas de doute sur la provenance d'un email, je vous invite à contacter directement l'organisme concerné. Lui seul pourra vous rassurer sur la provenance de cet email. Passons à un autre type de menace, cette fois beaucoup plus récente, le rançongiciel. Ce type d'attaque se matérialise de cette façon. Un écran d'avertissement s'affiche au démarrage de votre ordinateur ou de votre tablette, vous informant que votre système a été piraté. Afin de débloquer votre système ou éviter un effacement total de vos données, le hacker vous demandera juste de lui verser quelques centaines d'euros. Difficile de ne pas paniquer face à ce type d'avertissement. Pourtant, il faut, avant toute chose, rester calme et éviter toute action précipitée. À votre place, j'éviterai de payer la rançon. Faire confiance à un criminel n'a jamais été un choix très judicieux. Le premier bon réflexe sera d'éteindre votre système et de le débrancher du réseau. Ensuite, confiez votre machine à un professionnel spécialisé dans le dépannage informatique. Lui seul saura identifier et corriger l'origine de l'infection ou, dans la pire des situations, il pourra vous aider à sauver les données qui peuvent encore l'être. Enfin, je vous conseille vivement de déposer plainte. Même s'il est difficile de retrouver les auteurs de ces malveillances, il est essentiel de donner aux enquêteurs tous les moyens possibles pour pouvoir poursuivre ces criminels. Il existe une variante encore plus insidieuse à ce type d'attaque qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Le principe reste absolument le même, mais cette fois, le message d'avertissement sera accompagné d'un faux numéro d'assistance. Le but, sous prétexte fallacieux de vous dépanner, est de vous facturer un service fictif ou même pire, obtenir l'accès à vos données confidentielles en prenant le contrôle de votre ordinateur à distance. Dans ce cas de figure, les conseils précédemment donnés pour lutter contre les rançongiciels restent toujours valables. Le plus important étant que vous ne devez jamais réagir de façon inconsidérée et surtout de ne jamais appeler ce faux numéro d'assistance. Voilà, nous avons vu ensemble deux types d'attaques et comment y faire face. Vous l'avez compris, le bon sens et la vigilance seront vos meilleures armes pour lutter contre la cybercriminalité. Mais est-il possible de se protéger en amont contre ce type de malveillance ? À mon avis, oui, il est tout à fait possible de limiter les menaces en faisant preuve de ce que je nommerai l'hygiène numérique. Ce sont toute une série de mesures et de bonnes habitudes à prendre afin de réduire son exposition aux virus et autres intrusions non désirées. Évidemment, avoir un mot de passe fort est votre première priorité. Mais patience, nous verrons ensemble dans quelques instants
ce qu'est réellement un mot de passe efficace. La deuxième mesure est d'installer un antivirus. Avec le pare-feu, c'est une des premières protections indispensables dont l'objectif est d'identifier et d'éliminer les menaces. Il existe de nombreux fournisseurs, payants, gratuits. Vous trouverez donc forcément un logiciel adapté à vos besoins. Petite précision, cette préconisation, comme les précédentes et comme les suivantes, est bien entendu valable pour votre ordinateur, mais aussi pour votre tablette et surtout pour votre smartphone. Le troisième point de cette hygiène numérique est de tenir l'ensemble de vos logiciels à jour. Votre antivirus et votre pare-feu, bien évidemment, mais surtout Windows. Il est tentant de reporter ces mises à jour qui arrivent toujours au mauvais moment, et pourtant elles sont essentielles pour corriger les failles de sécurité de votre ordinateur. Autre point important, soyez prudent lorsque vous vous connectez au réseau public. Vous savez, ce sont les réseaux d'accès Internet que l'on trouve très souvent dans les restaurants ou dans les hôtels. Étant ouverts à tous, leur sécurité est bien moins forte que les réseaux privés, tels que celui de votre habitation par exemple. Je vous conseille, lorsque vous êtes sur un réseau public, de ne jamais faire d'achat en ligne, vous connecter sur votre compte bancaire ou saisir des informations confidentielles. Elles peuvent être très facilement interceptées par une personne mal intentionnée. Faites également attention aux sirènes de la gratuité. Sur Internet, même sans avoir de mauvaises intentions, il est très simple de céder à la tentation d'obtenir, par des moyens plus ou moins légaux, de la musique, des films ou des logiciels gratuitement. Le piège est que, bien souvent, ces fichiers sont accompagnés de logiciels espions qui serviront aux pirates à vous dérober vos données. Rien n'est jamais réellement gratuit, sur Internet comme ailleurs, et vos données personnelles sont un prix bien trop cher à payer. Pour compléter ces mesures, n'hésitez pas à sauvegarder régulièrement vos données. Si le moindre souci informatique vous arrivait, vous seriez rassuré de pouvoir retrouver sur un disque dur externe ou dans le nuage numérique vos précieuses données, surtout si elles sont d'ordre sentimental. Comme promis, revenons sur un point important, le mot de passe. Soyons honnêtes, bien trop souvent, nous choisissons notre mot de passe uniquement parce qu'il est facile à retenir. Date de naissance, prénom des enfants, le nom du toutou, voire pire, le simplissime 1, 2, 3, 4. Nous sommes très nombreux à faire preuve de négligence. Or, lorsque le mot de passe est bien trop simple, il peut être facilement décodé par le cybercriminel. Juste pour l'exemple, un mot de passe composé de 7 lettres, avec des majuscules et des minuscules, sera décrypté en moins de 5 minutes grâce à un logiciel de piratage adapté. Faisons donc un point ensemble sur les caractéristiques qui font un bon mot de passe. Il doit être long. On conseille au moins 10 caractères. Il doit être varié, c'est-à-dire se composer de minuscules, de majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Et enfin, il doit être anonyme. Il faut éviter les noms communs et les prénoms, en général tout ce qui a de la signification. Alors, je vous le concède, en respectant scrupuleusement l'ensemble de ces critères, on obtient quelque chose comme ça. C'est sûrement un très bon mot de passe, mais peut-être pas le plus simple à retenir. Comment trouver alors un mot de passe à la fois complexe à deviner, mais simple à retenir? Je suis désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas de formule magique. Toutefois, je peux quand même vous montrer une méthode. Pour commencer, au lieu du mot de passe, je vais utiliser une phrase de passe. Par exemple, je suis un sociétaire de Groupama. Je remplace une ou plusieurs lettres par des chiffres. Ensuite, j'ajoute un ou plusieurs caractères spéciaux. Et pour finir, et c'est là que ça se complique, je garde uniquement les 2 premières lettres de chaque mot et je supprime les espaces. Avouez que c'est un mot de passe qui est plutôt costaud. De cette façon, en changeant seulement la phrase de passe, mais en gardant la même méthode, je peux mémoriser plusieurs mots de passe qui répondent à tous les critères cités précédemment. Ce n'est évidemment qu'un exemple. Il vous semblera peut-être fastidieux et excessif, mais libre à vous de l'adapter et de le personnaliser afin de vous l'approprier. Et ce n'est pas fini. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il faudra aussi veiller à avoir un mot de passe différent pour chaque compte. En effet, le risque d'avoir un mot de passe unique est de provoquer ce que j'appellerais un effet domino. Si un des sites sur lequel vous avez un compte est victime d'une fuite de données comprenant vos moyens d'identification, il sera alors facile pour les pirates d'accéder à vos informations personnelles et tous les comptes que vous utilisez seront alors compromis. Dernière recommandation, tâchez de changer vos mots de passe régulièrement, 3 ou 4 fois par an
semble être à un rythme raisonnable. Personnellement, pour éviter tous ces maux de tête, je vous conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un logiciel qui stocke tous vos mots de passe et les protège en les chiffrant, vous évitant ainsi les dizaines de post-it collés sur le coin du bureau ou sur l'écran. Il existe des versions gratuites ou des versions payantes, et la plupart proposent une version mobile à emporter sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Passons à un autre phénomène qui coûte plus de 439 millions d'euros aux ménages français, la fraude à la carte bancaire. Même si ce moyen de paiement qui date des années 80 fait partie intégrante de la vie des Français, les achats en ligne ont créé un appel d'air pour les escrocs en tout genre. Voyons ensemble les principaux risques et comment les contrer. Commençons par le clonage, qui reste une technique répandue de récupération des informations présentes sur nos cartes bancaires. En pratique, les fraudeurs utilisent des appareils électroniques trafiqués, comme un faux lecteur de cartes, une caméra cachée ou un clavier numérique falsifié. Ils les placent sur les terminaux de paiement, les distributeurs de billets ou les pompes à essence afin de capter les données contenues sur la piste magnétique. Une fois la carte clonée, le pirate peut très facilement l'utiliser ou pire, la revendre. Afin de se protéger de ce type de manipulation, prenez garde aux appareils présentant un élément suspect. Et de façon plus globale, veillez à ne jamais laisser votre carte de paiement sans surveillance et veillez à ne jamais la quitter des yeux durant les transactions. Dans la mesure du possible, tâchez même de la garder en main, même dans les commerces de proximité. Autre danger, même si le risque, je vous l'avoue, est rarissime, le paiement sans contact. Un criminel habile, équipé d'un terminal de paiement piraté, pourrait intercepter les fréquences NFC utilisées pour les paiements sans contact. Pour se protéger, certains étuis de cartes bancaires proposent des protections dites RFID. Elles bloquent les ondes émises par ces cartes et ainsi préviennent les paiements non intentionnels. Pour celles et ceux qui n'utilisent jamais ce mode de paiement, je vous conseille de demander la suspension de l'option auprès de votre banque. Dernière menace que nous aborderons ensemble, il existe un risque important que les informations de votre carte bancaire soient interceptées lors d'un paiement en ligne. Pour se prémunir de cette éventualité, il faut toujours veiller à ce que vos achats sur Internet soient effectués sur des sites sécurisés. Vous pouvez toujours vous en assurer en vérifiant que, sur la barre d'adresse de votre navigateur, le site affiche les lettres HTTPS et le logo d'un cadenas. Cela signifie que les informations que vous envoyez ou que vous recevez via ce site sont privées et donc difficilement piratables. Personnellement, je ne fais confiance qu'aux sites marchands proposant une double authentification, puisque l'achat ne peut être validé que par un code secret reçu par SMS ou grâce à mes empreintes digitales. Je vous déconseille également de laisser les sites marchands sauvegarder vos informations de paiement. Je le sais, cette information semble très pratique, mais si le site en question était victime d'un vol de données, les vôtres le seraient également. De manière générale, un moyen simple pour éviter tous ces désagréments est d'opter pour l'option carte bancaire virtuelle proposée par certains établissements bancaires. Ce sont des cartes dématérialisées et éphémères dont les numéros ne sont valables que le temps d'un paiement. Du coup, même si la carte est piratée, les informations recueillies seront inexploitables par le pirate. Il existe bien d'autres risques, mais vous l'avez compris, dans tous les cas, votre vigilance sera votre meilleure protection. Toutefois, si malgré tous ces conseils, vous êtes victime d'hameçonnage, d'un rançongiciel ou toute autre cybermalveillance, n'hésitez pas à contacter la plateforme Info Escroquerie. Elle vous conseillera au numéro suivant 0805 805 817. 0805 805 817. Chers sociétaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au plaisir de se revoir bientôt et restez vigilants.